Bonjour et bienvenue dans Santé à vous, un programme proposé par Citizen Web, votre web TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur la malbouffe. Sujet d'actualité qui touche des millions de personnes en France et particulièrement les jeunes. La junk food, ou plus communément appelée la malbouffe, et ses conséquences sur cette population vulnérable et fragile. En effet, cette nourriture hypercalorique, riche en sucre, en sel et en graisses saturées, mais pauvre en nutriments, participe à la flambée d'épidémies d'obésité qui sévit à travers le monde et notre pays depuis plus de 20 ans. Cette maladie a de nombreux impacts sur notre santé, tels que le diabète, le risque de maladies cardiovasculaires ou de cancer. Mais chez les jeunes, ou ce que l'on appelle la génération Z, celle qui est née après 95, la malbouffe, associée au snacking, c'est-à-dire le grignotage de plats tout prêts en dehors des repas, peut avoir des répercussions non négligeables sur leur cerveau, comme des troubles de la mémoire ou de l'attention, ainsi que des insomnies. Certains états dépressifs ou agressifs seraient même en lien avec une consommation excessive de junk food. Pour discuter de ce sujet, et surtout nous éclairer de ces lumières, j'ai invité le docteur en biochimie alimentaire, Kaïna Ousdik, auteur du livre à succès « La magie de la digestion ». Nous aborderons avec elle les conséquences de la junk food sur nos jeunes, mais surtout les différents moyens à utiliser pour diminuer la consommation de ces aliments ultra transformés et surtout quels aliments il faut privilégier. Bonjour docteur Ousdik. Bonjour docteur Ferry. Merci d'avoir participé à notre émission et de nous avoir éclairé sur ce sujet ô combien difficile de la junk food. Merci à vous de m'avoir invité. Docteur Ousdik, vous êtes docteur en biochimie, mais qu'est-ce que c'est la biochimie alimentaire pour nos téléspectateurs? Alors la biochimie alimentaire, c'est un mélange entre la biologie et la chimie. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons, les gens aujourd'hui de plus en plus s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette. Et la biochimie, c'est le devenir des aliments une fois que nous les avons mangés et une fois que la digestion s'est bien passée dans notre corps. Donc c'est un mélange entre la biologie et la chimie. D'accord, c'est une spécialité scientifique. Tout à fait, c'est une spécialité scientifique. De plus en plus, je dirais que c'est une spécialité qui est de plus en plus demandée avec toutes les nouvelles maladies digestives que nous voyons au jour d'aujourd'hui apparaître. C'est vrai que maintenant, la chimie et des aliments que nous mangeons et la chimie de notre propre corps sont de plus en plus un carrefour au niveau de la santé de tout patient que nous voyons arriver, chez nous, au cabinet. D'après ce que j'ai compris, c'est une spécialité en plein essor et vous êtes peu nombreux à l'exercer, surtout à Paris. Tout à fait. Voilà. Nous sommes le seul cabinet à Paris à exercer la biochimie alimentaire. Donc les patients se présentent, ça peut être des jeunes adolescents, ça peut être des jeunes adultes, ça peut être personnes tout venant, ça peut être pour essayer de les aider à améliorer la prise de leurs médicaments. Donc ils ont des médicaments, mais il y a trop d'effets secondaires. Donc on leur explique comment prendre leurs médicaments. Mais ça peut être aussi pour régler des problèmes de digestion ou ça peut être aussi pour aider les gens à perdre du poids, surtout chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes que nous voyons de plus en plus en surpoids malheureusement. Alors je rebondis sur ce que vous dites, les jeunes, donc vous avez une patientèle de jeunes qui sont attirés par la junk food. Mais qu'est-ce que la junk food? Alors la junk food, malheureusement c'est vrai, il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par cette alimentation que je dirais transformée, modifiée. C'est une alimentation que l'on va voir dans les assiettes des jeunes, des adolescents, mais que nous allons voir aussi dans les assiettes des jeunes adultes qui commencent à travailler mais qui n'ont pas le temps de cuisiner et qui pensent que bien manger, ça prend beaucoup de temps. Donc la junk food, c'est vraiment tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, les sandwichs avec du pain blanc, de la farine blanche, les viandes transformées, les pains transformés, les légumes qui ne sont pas vraiment des légumes. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vraiment, voilà, nous au cabinet, nous appelons ça de l'hybride alimentaire. C'est des aliments complètement hybrides. Ils ne poussent pas dans les champs, ça ne vient pas de notre environnement. C'est quelque chose que nous avons totalement créé, d'une part sans gluten, d'une part sans sucre, d'une part avec aspartame, d'une part... Voilà, c'est toutes ces modifications que nous avons fait sur nos aliments et nos produits naturels qui a emmené les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes adultes d'aujourd'hui, malheureusement, au surpoids et aux maladies métaboliques. D'accord.
Mais pourquoi les jeunes sont-ils autant attirés par cette nourriture transformée? Alors, cette nourriture transformée, il faut dire quand même qu'elle a continué à se transformer depuis des années. Après la Seconde Guerre mondiale, nos grands-parents mangeaient des aliments pas transformés. Ils mangeaient du pain un peu noir, du pain un peu brun. Nous mangions du sucre un peu brun, un peu noir. Et plus le temps, plus nous avons évolué et plus on a été très sélectif. On a été sélectionner nos fruits et légumes comme si c'était des mannequins qui allaient défiler sur un podium. Donc on a été extrêmement sélectif, on a commencé à modifier malheureusement notre alimentation. Le sucre brun, on s'était dit que ça intéressait personne et qu'il fallait le rendre très blanc pour qu'il soit vendeur. La farine, c'était la même histoire. Et donc petit à petit, on s'est rapproché d'aliments de plus en plus transformés pour qu'ils soient plus vendeurs, entre guillemets, peut-être à la base. Mais au jour d'aujourd'hui, j'attire l'attention de nos jeunes spectateurs. Ce n'est plus du sucre qu'il y a dans ce fameux pain blanc, ce fameux gâteau, ce fameux biscuit ou ce fameux sandwich, ce n'est plus du sucre. Nous sommes passés d'un sucre très 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 blanc, très transformé, à ce que nous appelons aujourd'hui les sirops de sucre. Donc ce que nous voyons de plus en plus malheureusement sur les ingrédients des gâteaux, que ce soit les gâteaux de nos adolescents, de nos enfants ou des jeunes adultes, il n'est plus écrit sucre. Donc avant, on se plaignait d'un trop-plein de sucre blanc dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on se plaint de quelque chose qui n'est même plus un sucre. Le sirop de sucre, c'est un hybride. C'est comme un déchet alimentaire qu'on a fini par utiliser dans les gâteaux pour que les gâteaux ils aient toujours le même prix. Donc l'agroalimentaire, elle a évolué, j'ai envie de dire, comme elle pouvait. On est toujours en train de dire que les prix des gâteaux, des chocolats et des céréales n'ont pas évolué et il faut toujours avoir des gâteaux, des céréales et des chocolats pas chers, mais il faudrait qu'aujourd'hui le jeune consommateur soit conscient que le pas cher, ça a un coût très cher sur sa santé. Et c'est ce sirop de glucose qui rend addict, accro les jeunes? Totalement, c'est ça, c'est exactement ça. Le sirop de sucre, donc on peut le trouver sous la forme du sirop de glucose, du sirop de fructose, on peut trouver d'autres molécules que nous utilisons aussi dans l'agroalimentaire qui est le maltodextrine, le xylitol, tous ces substituants de sucre. Donc on a carrément enlevé le sucre et on l'a substitué par ces molécules certes moins chères dans l'industrie agroalimentaire, mais qui va coûter très 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 cher sur la santé de nos adolescents et des jeunes adultes. Et on s'est rendu compte que parfois, nous on les voit arriver au cabinet, les jeunes adultes vont nous dire on a acheté un paquet d'une telle marque et quand vous voyez la marque, vous voyez qu'ils n'utilisent que des sirops de sucre et les jeunes adultes vont dire qu'à partir du moment où ils ont ouvert la boîte, ils ont commencé à manger le premier gâteau. Ils n'ont pas pu s'arrêter jusqu'au dernier gâteau. C'était comme une drogue, c'était quelque chose, une pulsion qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Donc on voit quand même que la consommation de ces sucres hybrides a une incidence très grave sur le comportement alimentaire de nos adolescents et de nos jeunes adultes. Alors je rebondis sur ce que vous dites. Qu'est-ce que vous pensez de l'hyperactivité qui est en explosion chez nos enfants? Est-ce que ce serait lié à cette surconsommation de produits hyper sucrés, hyper caloriques? Exactement. Aux États-Unis, il y a plusieurs études qui sortent et qui montrent, et d'ailleurs même nous en France, il y a eu des équipes de chercheurs qui ont mis en évidence cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout enfant hyperactif, on va mettre ça sur le dos d'une problématique neurologique, etc. Malheureusement, dans un cas sur deux, cette hyperactivité, elle est totalement liée à la consommation du sucre raffiné, du sucre transformé et de ces fameux hybrides sucrés. Avez-vous eu des patients qui étaient venus en hyperactivité, en les sevrant de sucre? C'est ça. Avez-vous eu des bons résultats? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. On a fait encore mieux au cabinet, c'est que nous avions des enfants qui étaient venus. Les parents étaient vraiment très inquiets parce que les médecins disaient que peut-être qu'il fallait des traitements pour cette hyperactivité. Et nous, au bout de 3 semaines, 4 semaines, à partir du moment où on a sevré, parce que c'est vraiment un sevrage qu'il faut entreprendre, à partir du moment
où nous avons sevré ces enfants de sucre, ces enfants n'étaient pas hyperactifs. Ces enfants arrivaient à s'asseoir en classe, à apprendre leurs leçons, à être comme tous les enfants de leur âge. Nous, on voit bien que le surplus de consommation de sucre transformé, raffiné ou hybride a une incidence directe sur le comportement d'un enfant ou d'un adolescent et même sur les jeunes adultes. Ils vont dire qu'ils s'emportent très vite, ils sont tout le temps agressifs, énervés, fatigués, sommeil haché. Donc on voit bien toutes les incidences de ce mal manger ces sucres transformés et raffinés. Il y a un effet aussi sur la dépression. On a vu une explosion de dépression avec le Covid. On en voit de plus en plus. Ouais. Plus on consomme du sucre, et donc malheureusement les adolescents consomment aussi de l'alcool, des alcools forts qui sont très sucrés également. Et donc chez certains enfants, malheureusement, c'est vraiment le mélange entre les alcools et le sucre. Et donc ça peut entraîner des dépressions, des sauts d'humeur. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et malheureusement, la différence entre une cigarette, un verre d'alcool et la cocaïne, moi je dis toujours, ce qui est malheureux, c'est que ce fameux sucre, même transformé, même hybride, il est quand même en vente et tout le monde peut l'acheter. Légalement. Exactement. Donc c'est vraiment une vraie difficulté et il faut absolument sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui. Et par rapport à ce que vous dites dans votre livre, parce que je l'ai feuilleté un peu, sur les aliments doudous qui sont en fait liés aux aliments liés au sucre. C'est ça. Malheureusement, lorsque on ne se sent pas bien, on n'est pas bien, on est un petit peu surmené au travail ou stressé par les examens qui arrivent, etc., on constate bien que les enfants et les jeunes adultes, même tout le monde, on va avoir cette envie d'aller se réconforter. Et malheureusement, ils sont rares les gens qui se réconfortent dans un petit bout de fromage ou avec des petites tomates cerises. Donc, en général, voilà, le réconfort, on va le chercher dans ce sucre qui fait du bien à son cerveau, mais c'est un faux bien et c'est un bien qui ne dure qu'un court moment. Mais par contre, les malfaits et les effets secondaires plus tard sont très très nocifs. Donc souvent, quand on voit que ces gens n'arrivent pas à arrêter cette consommation de sucre, alors dans un premier temps, on leur dit d'acheter des aliments où il n'y a aucun sirop de sucre, aucun maltodextrine, aucun xylitol, aucun sucre hybride ou substituant. On leur demande d'acheter du vrai sucre, donc des gâteaux, des choses où dans les ingrédients il est écrit uniquement sucre et rien d'autre. C'est une transition en fait. Exactement, c'est une transition parce que souvent on leur dit vous arrêtez tout du jour au lendemain. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de fumer du jour au lendemain? Je ne pense pas. Donc la cigarette ou le sucre, j'ai envie de dire, c'est la même histoire, c'est le même combat. Donc nous, on leur dit déjà de passer de ces sucres un peu comme une drogue dure, à passer déjà sur un sucre normal, réel, vrai. Exactement, même si c'est un sucre qui reste un sucre transformé, mais ça reste quand même quelque chose qui à la base venait de notre environnement naturel qui est la canne à sucre. Donc on leur dit de passer à des aliments qui sont justes avec des ingrédients où il n'y a écrit uniquement que sucre et par la suite, petit à petit, on leur dit de passer sur des fruits, d'augmenter leur ratio fruits pour diminuer le ratio biscuits, farine blanche, sucre blanc, gâteaux, chocolat de tout genre. Et surtout, on leur dit que lorsqu'ils veulent se faire plaisir, lorsqu'ils veulent manger sucré, il faut que chez cette population, ils soient bien conscients que ce type de sucre est à consommer après son dîner. C'est comme un dessert. Lorsque nous consommons ce type de sucre dans la journée, ça fait des pics de glycémie et par la suite, ça nous fait des appels de sucre. Alors que si nous consommions ce type de sucre le soir, après dîner, ces appels de sucre ou ces variations glycémiques la nuit, on ne les écoute pas, nous dormons. Donc j'ai envie de dire que longtemps nous avions consommé le sucre dans la journée, mais on consommait à l'époque des sucres naturels. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des consommations de sucre transformés, donc nous devrions aussi changer nos habitudes de comment manger ce type de sucre. C'est un nouveau discours que vous nous proposez là, le docteur Osdik. Oui, manger du sucre plutôt le soir. Plutôt le soir, après son dîner, après son repas, comme un dessert. Il est beaucoup moins nocif parce qu'il fera certes des variations de glycémie, il va certes un petit peu chambouler notre corps, mais le soir, au moins lorsque nous dormons, nous ne serons pas
happelés par encore une nouvelle envie de sucre. Mais il faut préciser en petite quantité quand même. Tout à fait, toujours en petite quantité. Et puis il y a toujours les adolescents qui me disent « Non mais moi je mange du chocolat à 4 heures, je mange mon fruit le matin parce que ma mère me force à manger mon fruit et le soir est-ce que je peux faire mon gâteau que j'ai acheté à la boulangerie ?» Donc attention, j'attire aussi ces jeunes sur l'addition de sucre dans la journée. On ne va pas mettre un chewing-gum riche en aspartame dans la bouche, plus une canette riche en aspartame pendant l'après-midi, plus un fruit, plus un gâteau. Il faut se dire qu'il faut se mettre comme un petit compteur dans la tête et se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je consomme plutôt du chocolat, plutôt le gâteau, plutôt le fruit? Je ne vais pas additionner tous les sucres dans ma journée. Donc c'est un sevrage progressif. Tout à fait. En permettant de temps à autre un petit écart, mais le soir. Alors ça ne sera pas un écart, c'est un plaisir, même si parfois malheureusement il est nocif, mais c'est un plaisir qu'on va plutôt préconiser le soir comme un dessert. Et entre le petit déjeuner et le déjeuner, quid de la petite collation? Est-ce qu'elle est interdite et qu'est-ce qu'il faudrait prendre quand on a Non, vraiment... ça pour moi c'est un grignotage. Si on a bien mangé au petit déjeuner, on ne doit pas manger avant son déjeuner. C'est très important. À partir du moment où on va grignoter quelque chose vers 10-11 heures, eh ben, tout le monde va se rendre compte que le grignotage de 10-11 heures va faire que toute la journée nous allons grignoter. Donc il faut stopper, il faut couper ces grignotages-là. Donc petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner. Donc, à partir du moment à 5 heures, c'est ça? C'est ça. Exactement. À partir du moment où nous ne sommes plus en croissance, nous n'avons plus besoin de cette collation. Et dans ces cas-là, ça, c'est pour nos jeunes adultes. Nous serons plutôt sur un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Et la collation, si on la prend à 5 heures, qu'est-ce qu'on peut prendre qui soit le moins néfaste pour nous? Un avocat. On ne pense jamais. Donc je sais qu'après, les avocats viennent de loin et qu'il faut faire attention. Le bilan carbone, Et oui, je suis d'accord. Mais n'empêche que malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça fait partie des aliments très bénéfiques à la croissance, à la flore intestinale de nos enfants. C'est très très bénéfique. On peut prendre des avocats, on peut manger aussi un fruit, mais on peut faire aussi un morceau de fromage. Nous avons des bons fromages français, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé d'aller tout le temps sur des gâteaux, du sucre, des gâteaux, du sucre. Vous pouvez couper des carottes, des concombres, des tomates, faire une pomme si vous le souhaitez, faire des œufs si vous le souhaitez. Il y a 1001 manières d'avoir une bonne collation. Vous privilégiez le fruit, c'est plus simple. Non, je privilégie plutôt les légumes. Moi, je préfère plutôt les carottes, les concombres, les tomates. Difficile à convaincre, docteur Osdi. Écoutez, si on me demande le mieux, c'est celui-ci. Ce qui peut se faire souvent, effectivement, c'est un fruit. Mais je connais aussi des adolescents qui emmènent des œufs durs, parce que pour eux, c'est très facile. Donc, c'est cuit le matin dans la bouilloire, et puis hop, c'est emmené. Et puis, à 16-17 heures, ils vont manger les œufs. Alors, au départ, ça rigole, mais ensuite, les amis commencent à faire la même chose qu'eux, parce qu'ils vont tous se rendre compte que manger des œufs ou du fromage à 16-17 heures, eh ben, ils peuvent tenir allègrement jusqu'au repas du soir. Et le repas du soir, ils ne vont pas se voir manger. Le repas du soir, sans effectivement. cesse. Beaucoup de littérature sur le repas du soir. Faut-il manger beaucoup? Faut-il manger très léger? Manger une soupe et aller se coucher? Alors attention, nos jeunes enfants sont des enfants. Donc si c'est des enfants, ils sont en pleine croissance. Et s'ils sont en pleine croissance, ils se doivent de se faire un bon repas. Donc un bon repas le matin, un bon repas le midi, un bon repas le soir. Légumes, protéines, yaourt, fromage, pourquoi pas. Mais les enfants, les adolescents en pleine croissance se doivent de faire 3 bons repas. D'ailleurs, c'est grâce à ces 3 bons repas qu'ils n'auront pas faim entre les repas et qui pourront justement limiter leur grignotage. Et les horaires du repas, parce que si on mange trop tard, on arrivera du mal à s'endormir, c'est un cercle vicieux. Alors attention, les enfants, on n'est pas là. Les enfants, les jeunes adultes, peut-être on leur dit souvent attention, ne mangez pas trop tard. Mais les enfants, encore une fois, ou les adolescents, l'objectif, c'est les sortir du cercle du sucré. Donc si déjà ils arrivent à manger des sucres pas transformés, des sucres pas raffinés, s'ils arrivent à se réguler sur 3-4 repas, nous avons déjà gagné une bataille.
D'accord. Et au niveau des aliments à manger, par exemple, la viande, il faut en manger tous les jours? Quel type de viande, en type de protéines? Alors, le mieux, nous, je vous avouerai que c'est ce que nous faisons au cabinet, c'est du cas par cas. Les gens, aujourd'hui, nous arrivons tous avec des hétérogénéités, nous sommes tous différents, on a tous une flore digestive différente, nous avons tous un microbiote différent et nous avons tous des historiques. Expliquez-nous un peu, docteur Ousdik, ce qu'est le microbiote pour nos téléspectateurs. Alors le microbiote, c'est les petites bactéries qui peuplent nos intestins et justement, grâce à ces petites bactéries, nous pouvons vivre, digérer, être à l'équilibre, pas manquer de certaines vitamines, pas manquer de certains minéraux. Et justement, quand vous parliez de viande ou vous parliez de fromage ou autre, il faut savoir qu'un enfant, quand il arrive chez nous, on ne va pas le conseiller à l'aveugle. On lui fait faire un bilan sanguin, on voit au cours de sa croissance quels sont les minéraux ou quelles sont les vitamines dont peut-être il pourrait manquer ou qu'il en manque. Et à partir de là, par rapport à son bilan sanguin, nous allons le conseiller sur la fréquence de ses viandes, de ses protéines en général, et nous allons le conseiller aussi sur la fréquence de ses produits laitiers. Parce qu'au jour d'aujourd'hui aussi, il y a une grosse problématique sur les produits laitiers. Parlez-nous des produits laitiers. Donc voilà, nous on va plutôt conseiller sur les produits tels que les produits de chèvre, les produits de brebis, qui vont permettre justement d'alimenter de manière bénéfique les bactéries intestinales, cette fameuse flore, ce fameux microbiote. Et nous, quand les jeunes arrivent chez nous, on ne fait rien à l'aveugle, encore une fois. On fait un bilan et par rapport au bilan, on conseille sur mesure. Malheureusement, on trouve beaucoup de produits laitiers à base de lait de vache. Oui, c'est ça. Le marché, ça. C'est ça. Alors après, maintenant, on a trouvé une manière aussi de purifier, de nettoyer, entre guillemets, ce lait de la vache. Donc souvent, on voit apparaître des nouveaux noms. Donc souvent, on voit apparaître des bouteilles de lait où il n'est pas écrit lait dessus. C'est écrit sans lactose ou c'est écrit voilà, autre chose que lait. Donc c'est des produits issus de la vache, très purifié, très nettoyé de tous les toxines et de tous les facteurs de croissance. Donc il y en a aussi qui s'orientent vers ce type de produits. Mais de manière générale, manger des fromages ou des produits laitiers de chèvre et de brebis, ça reste quand même une valeur sûre au jour d'aujourd'hui. Et lait de soja ou lait d'amande, on peut aussi pourquoi pas, tout à fait, pourquoi pas. Les produits végétaux, pourquoi pas aussi. Il y en a aussi des grands amateurs de tofu, des grands amateurs de lait végétaux, pourquoi pas. Encore une fois, nous, on oriente vraiment suivant les habitudes familiales de ces enfants-là. D'accord. Et tout ce qui est dans la cuisson des aliments, qu'est-ce que vous préconisez le barbecue, les jeunes adorent ça. Est-ce qu'il faut en prendre ou plutôt cuire Alors, l'étuvée, à mon sens, il ne faut pas chercher différents coupables sur cette tranche de population. Sur les adolescents, sur les jeunes adultes, la problématique reste quand même de manière majeure le sucre. Donc on peut leur dire de ne pas faire de barbecue très souvent, on peut leur dire de ne pas manger trop de produits de la vache, on peut dire ce genre de choses, mais le plus grand ennemi de cette tranche de population reste quand même le sucre. On l'a bien compris, votre ennemi c'est le sucre. Voilà, le sucre transformé, le sucre modifié, le sucre raffiné. Donc nous, on est plutôt là à sensibiliser. Une fois que vous avez sensibilisé les jeunes adultes, les adolescents sur le problème du sucre, j'ai envie de vous dire que le reste, c'est pas très compliqué à mettre en place. Est-ce que vous pourriez juste revenir sur tout ce qui est à base de farine blanche, qui est riche en sucre, comme le riz, le pain, c'est néfaste aussi? Alors de plus en plus, nous avons modifié... On mange beaucoup de pâtes et on pense que c'est bon. C'est ça. De plus en plus, nous avions modifié nos farines, nos céréales, et nous sommes passés de céréales complètes, donc un peu noires, un peu grises, pas jolies à la vente, et on a de plus en plus raffiné ces farines et nous sommes arrivés sur des riz très très blancs qui flashent et qui pourraient à eux seuls éclairer la pièce en pleine nuit. Nous sommes passés sur des farines très blanches, nous sommes passés du coup sur des pâtes très 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 blanches, et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus de diabétologues qui vont vous dire qu'il ne faut pas manger de la pâte blanche ni du riz blanc, c'est devenu comme un bonbon. Ce n'est plus du sucre lent, c'est un sucre hybride. Il a la forme d'un sucre lent,
mais il a un comportement d'un sucre rapide dans le corps humain. Oui, j'avais lu que c'est le même index glycémique que le Très, glucose, très, en fait. oui, c'est ça, On mange du exactement. sucre. Donc, je préconise plutôt des pâtes semi-complètes ou complètes, du riz rouge, du riz noir, du riz complet. Il y a de plus en plus d'adolescents, contrairement à ce qu'on pense, il y a de plus en plus de jeunes adolescents et de jeunes adultes qui mangent déjà Oui, ils s'y ce type. intéressent. Exactement. Donc ça, je dirais que ce n'est pas la plus grande difficulté, c'est quelque chose qui commence à arriver de plus en plus dans les familles et chez les enfants, c'est manger complet, manger noir, manger brun. Ça commence à venir. En réalité, nous faisons que revenir vers une alimentation saine et la plus simple et la plus saine. Exactement. Donc en fait, c'est mettre de la couleur, éliminer le blanc de notre assiette. C'est ça, tout à fait. Alors si on a un peu de temps dans l'émission, j'aimerais qu'on parle un peu du bio, de la junk food. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Usdik, du bio? Est-ce que c'est un effet de mode ou Alors moi je dis qu'il y a une manière très simple et pas coûteuse de rendre tous nos aliments bio, c'est d'acheter les légumes, les fruits, les viandes, les poissons que vous souhaitez. Évidemment, moi je préconise encore une fois par rapport à l'avocat, c'est très spécial, mais souvent les gens sont de plus en plus sensibilisés sur ce que nous appelons les circuits courts. Donc les gens vont faire attention à d'où vient ce légume, d'où vient ce fruit, etc. Donc c'est très très bien. Après, à mon sens, acheter une banane bio, on connaît très bien l'épaisseur qui est l'épaisseur de la peau de la banane. J'en doute que la banane juste traitée de manière respectueuse envers l'environnement et envers l'humain soit vraiment toxique. Donc mangeons plutôt raisonnable. Et puis pour certains fruits ou pour certains légumes qui vont de toutes les façons passer à la cuisson parce qu'on veut faire des compotes ou parce qu'on veut faire des ratatouilles ou autres, moi je préconise de cuire à la vapeur. Vous mettez un cuiseur vapeur avec uniquement un étage, c'est-à-dire qu'en bas il y a l'eau qui va bouillir à 100 degrés, par-dessus vous mettez les légumes ou vous mettez le poisson, vous laissez 5 à 10 minutes, vous allez voir que ce qu'on appelle en chimie, c'est les métaux lourds ou les pesticides qui sont dans les légumes et les protéines, au bout de 5 à 10 minutes, tous ces métaux lourds vont tomber dans l'eau. Et donc vous allez purifier juste par un phénomène de vapeur vos aliments chez vous. Conseil pas cher pour manger du bio. C'est ça. Merci encore. Merci à vous. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. J'espère que nous avons pu éclairer nos téléspectateurs sur la junk food et comment bien manger. Merci chers téléspectateurs pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission prochainement.